Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission des Voix de l'Histoire, un rendez-vous mensuel qui vous est proposé sur Euradio par le Centre de recherche en histoire internationale et atlantique de Nantes Université. Aujourd'hui, notre émission est consacrée à la fin de la République romaine entre crise et guerre civile. Pour ce numéro, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Bertrand Augier. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Bertrand Augier, vous êtes maître de conférences en histoire romaine à Nantes Université et membre du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique. Vous êtes un spécialiste de l'histoire militaire du monde romain, en particulier des guerres civiles qui caractérisent la fin de la République romaine au 1er siècle avant Jésus-Christ, mais aussi de l'histoire politique et sociale de la fin de la période républicaine et des débuts du principat augustéen. Parmi vos publications, je signale à nos auditeurs que vous avez rédigé plusieurs articles, dont celui-ci, Sextus Pompée, un impérator illégitime à plus d'un titre, dans les mélanges de l'école française de Rome, Antiquité et publié en 2018. Je mentionne également votre participation à plusieurs ouvrages collectifs, par exemple, La politique est plus dangereuse que la guerre, Pompée et la flotte de l'Adriatique, 49-48 avant Jésus-Christ, publié dans les mélanges d'histoire économique et sociale et politique offert au professeur Yves Roman, publié aux éditions de Bocard en 2018. Alors, Bertrand Augier, pour commencer cette émission, je voudrais que vous nous précisiez la période dont nous allons parler dans cette émission et les grandes caractéristiques de la République romaine. La République romaine, elle prend naissance mythiquement en 509 avant Jésus-Christ, après la chute du dernier roi de Rome, Tarquin le Superbe. Au fur et à mesure des siècles, elle va connaître des évolutions internes avec des équilibres mouvants, finalement, entre les trois grandes composantes qui caractérisent ce régime. La première étant le peuple, organisé en assemblée, les magistrats, dont les plus importants sont les consuls, et qui, eux, sont au nombre de 2, et qui, en fait, sont très largement les héritiers du pouvoir royal. Et troisième composante, le Sénat, conseil aristocratique, qui est composé des anciens magistrats de la cité. Cette république, qui n'est absolument pas une démocratie, puisqu'elle est très largement entre les mains d'aristocrates, va connaître un mouvement d'expansion extraordinaire qui s'accélère encore au IIe siècle avant Jésus-Christ. À ce moment-là, Rome a réduit à néant la puissance rivale de Carthage, qui était localisée dans le nord de l'Afrique, et Rome va se tourner vers l'Orient. Et à ce moment-là, au cours du IIe siècle avant Jésus-Christ, elle parvient à faire passer sous sa coupe une bonne partie des territoires qui étaient autrefois dominés par les souverains, qui étaient les héritiers d'Alexandre le Grand. En résulte pour la cité un enrichissement considérable, un surcroît de puissance aussi, évidemment, mais aussi une transformation, et notamment une transformation culturelle, et qui concerne en particulier les élites, avec une hellénisation des mœurs. On a donc un véritable choc en retour de l'impérialisme qui va provoquer des problèmes sociaux autour de questions comme la répartition des richesses, l'accès à la citoyenneté pour les Italiens, mais aussi la politique, des divergences politiques avec une radicalisation des conflits, une personnalisation du pouvoir aussi, toutes des tendances, des problèmes, des blocages qui en fait vont devenir centraux à partir des dernières décennies du IIe siècle avant Jésus-Christ et surtout au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et tout ça se finira dans une guerre civile qui s'ouvre en 49 avant Jésus-Christ et, comme je le redirai tout à l'heure, qui va se clore en 30 avant Jésus-Christ. Bertrand Augier, selon une interprétation traditionnelle, classique, la République romaine aurait succombé justement aux guerres civiles que vous venez d'évoquer, cédant la place au principat augustéen, puis à ce qui est passé à la postérité sous l'appellation d'Empire romain. Qui s'oppose lors de ces guerres civiles ? D'abord, il faut revenir sur ce que sont ces guerres civiles. Celles dont je parle, ce sont les dernières guerres civiles que connaissent le monde romain, en sachant que on avait déjà eu précédemment, notamment dans les années 80 avant Jésus-Christ. Celles dont je parle, ce sont celles qui s'ouvrent en 49 avant Jésus-Christ. À ce moment-là, César passe avec ses troupes le Rubicon, qui est le cours d'eau qui délimite sa province de Gaule cisalpine, dont il avait le gouvernement, et l'Italie. Ce faisant, il ouvre une période de guerre civile qui ne prend fin finalement qu'en 30 avant Jésus-Christ, avec
l'épisode bien connu du suicide d'Antoine et Cléopâtre à Alexandrie, et la prise de pouvoir d'Octavien, petit-neveu et fils adoptif de César, celui qui va être le futur Auguste, celui qui va être le fondateur de ce qu'on appelle l'Empire, et ce que les historiens aujourd'hui préfèrent appeler le Principat. Alors, les protagonistes de cette période, ils sont extrêmement nombreux. Il y a bien évidemment et d'abord César, et puis, au début de la guerre civile, les adversaires de César, qui sont en fait loin d'être politiquement unis, qui sont plutôt une coalition de conservateurs et d'aristocrates inquiets du poids pris par le vainqueur des Gaules dans la vie politique romaine. Une coalition qui va accepter, qui va se laisser mener, en tout cas du point de vue stratégique, par Pompée, ancien allié de César, devenu son rival. La victoire de César, alors après plusieurs campagnes, Pompée meurt en 48, mais ce n'est pas la fin de la guerre civile, puisqu'elle va continuer jusqu'en 45 avant Jésus-Christ. Et un bref apaisement après la victoire de César en Espagne à Munda en 45 avant Jésus-Christ. Mais cet apaisement est assez vite réduit à néant par l'assassinat de César, qui immédiatement, alors on est le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, date extrêmement importante, à tel point qu'elle est encore célébrée par les Romains aujourd'hui, qui viennent déposer des gerbes sur l'endroit où le corps de César aurait été incinéré. Et un 15 mars 44, c'est donc assassinat du dictateur César et reprise évidemment du conflit. Et à ce moment-là, évidemment, d'autres protagonistes entrent en jeu. Le conflit, d'abord, va opposer, en fait, et pour simplifier, parce qu'évidemment, là, à ce moment-là, la situation est extrêmement complexe, les Césariens, qui ont pris le pouvoir à Rome. Donc ce sont Lépide, Antoine, qui sont d'anciens partisans de César, et puis Octavien, qui est un tout jeune homme qui vient d'être adopté par testament par César. On vient de le découvrir, donc il fait irruption dans le jeu politique romain. Puis en face de ces trois personnages-là qui vont se faire accorder une magistrature exceptionnelle, le triumvirat, on trouve ceux qu'on appelle les libérateurs, les assassins de César, avec une coalition là aussi d'aristocrates qui est menée par Brutus et Cassius. En 42 avant Jésus-Christ, ces deux derniers personnages sont vaincus. Et les Césariens vont se partager le pouvoir, brièvement, se partagent le monde romain, en fait, avant de progressivement, comme on pouvait s'y attendre, s'opposer en raison de leurs ambitions personnelles. Alors Lépide va être écarté dès 36 avant Jésus-Christ et envoyé en exil par Octavien. Et puis ensuite, et finalement, le conflit se résout en 31 avant Jésus-Christ, dans une grande bataille navale au large du golfe d'Ambracie, au large de la Grèce, la bataille d'Actium, au cours de laquelle Antoine et Cléopâtre, son allié, sont vaincus par Octavien. Et Octavien, ensuite, devient le premier princeps, le premier prince dont je parlais tout à l'heure. Dans un dossier à paraître dans les cahiers du Centre Glotz, dont vous avez assuré, Bertrand Augier, la coordination, vous plaidez pour analyser cette dernière période de la République romaine au prisme de la crise. Expliquez-nous votre démarche et son intérêt. Alors le terme de crise, il faut savoir que c'est un terme qui initialement vient du vocabulaire médical. En tout cas, dans son étymologie grecque, crisis, c'est le moment qui tranche, qui juge. C'est le moment en fait où le malade va aller soit vers la guérison, soit vers l'autre alternative qui est la mort. Donc aujourd'hui, ce concept est devenu un concept clé, et même presque un mot valise, dans les sciences humaines et sociales, en écho à l'inflation de l'usage du terme dans les médias. On parle de crise un peu à tout propos aujourd'hui, crise politique, crise diplomatique, crise économique, etc. Alors, qu'est-ce qu'une crise ? C'est un événement qui est caractérisé par son anormalité, qui va rompre avec les modes habituels de l'agir, qui implique pour les communautés humaines d'affronter l'incertain, qui suscite les mises en cause de cadres sociaux, politiques, économiques, culturels, qui auparavant ne faisaient l'objet d'aucune forme de discussion. Et de fait, les anciens, on peut penser à Cicéron, on peut penser à Salluste, mais aussi à des auteurs plus tardifs, Dion Cassius, Appien. Ils voyaient tous déjà, dans la fin de la République romaine, dans ces dernières décennies dont on parlait précédemment, une période de maladie, une période de malaise. Et de cette vision des anciens, nous sommes très largement les héritiers, nous, historiens. Alors moi, ce que je souhaite faire, c'est réinvestir la notion de crise d'une valeur heuristique, d'une valeur scientifique,
Pour moi, une crise, c'est pas simplement un conflit. C'est un phénomène qui est complexe, avec de multiples aspects concomitants, qui va conduire à des changements et qui est susceptible de conduire à des transformations d'ensemble d'un système. Une crise, selon moi, ça se caractérise par 3 éléments cruciaux. D'une part, le fait qu'on a des changements structurels qui vont concerner toute une société, tout un système politique, et des changements de très grande ampleur. Deuxième élément, on a des mutations majeures, et le fait que les contemporains eux-mêmes sont conscients de vivre une période de mutation majeure. Troisième élément, une crise a une durée limitée dans le temps. Donc, pour moi, il n'est pas question, en utilisant ce terme de crise, de voir dans les dernières décennies de la période républicaine un moment qui mène inévitablement à l'établissement du principat augustéen, à l'établissement du pouvoir personnel d'Auguste, comme c'est sans doute trop souvent le cas dans l'historiographie moderne. Ce que je souhaite mettre en évidence, c'est que la période a été parcourue par des crises circonscrites, chronologiquement, qui ont mené les acteurs historiques à adopter des solutions destinées à y répondre avec plus ou moins de succès. Et dans cette perspective, les crises, selon moi, ne doivent pas être simplement conçues comme significatives d'une désagrégation d'ensemble de la communauté civique, mais aussi, et plus fondamentalement, comme des épisodes qui sont nécessaires à l'équilibrage, au rééquilibrage de la cité. Et donc, on a de multiples épisodes critiques dans cette période, qu'il s'agisse de la conjuration de Catilina, de la dictature de Sylla, des proscriptions. Et toutes ces crises-là donnent à voir plutôt un fourmillement de pratiques politiques, sociales, juridiques, à l'intersection desquelles se forme la résolution, parfois violente, des conflits. Euradio, les voix de l'histoire. Toujours en compagnie de l'historien Bertrand Augier pour une émission consacrée aujourd'hui à la fin de la République romaine. Nous venons d'entendre un extrait de la chanson Antisociale du groupe de hard rock français Trust, tiré de leur 2e album Répression, sorti en 1980. Alors Bertrand Augier, c'est vous qui avez choisi cet extrait musical, a priori un peu décalé. Pouvez-vous nous dire pourquoi ? Alors le choix, il est évidemment volontairement décalé, mais en fait, pas totalement. Parce qu'avec avec Trust, avec cette chanson en particulier qui date, comme vous l'avez dit, de 1980, on a là fait un des morceaux, une des chansons d'un des groupes punk français les plus emblématiques, qui est précisément produite dans une période de crise après le second choc pétrolier. Et là, on a en fait une critique extrêmement forte, extrêmement violente aussi. On revient à cette question de la violence que j'avais évoquée précédemment, qui est propre au mouvement punk précisément, et qui refuse la société du temps, un modèle arrivé à bout de souffle, le rêve capitalisme, son individualisme, sa violence symbolique aussi, en fait. Et de fait, pour moi, ce morceau est précisément l'expression d'une crise, c'est-à-dire l'expression d'un moment décisif, un moment où une autre route apparaît nécessaire, mais où là encore, elle n'est pas possible. Ce que fait le constat, le constat dans cette chanson de Bernie Monvoisin, c'est que précisément, on a une situation de blocage. Et pour moi, on a là précisément l'expression artistique en fait d'une situation de crise. Revenons, Bertrand Augier, à la fin de la République romaine, vue justement au prisme de la crise. Quelles sont les principales caractéristiques de ces crises ? Ça a été souvent dit, cette crise de la République, c'est avant tout, d'abord, une crise de son aristocratie dirigeante, de son aristocratie sénatoriale, donc qui avait la charge de mener la cité, et ce, depuis la chute des rois. Cette aristocratie dirigeante, elle se trouve traversée par de profondes divisions face aux évolutions qui caractérisent la cité à partir du milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ, ces évolutions dont je parlais un peu avant. À ce moment-là, cette aristocratie va être divisée très grossièrement entre les populares, qui tentent et qui tendent à s'appuyer sur le peuple pour gouverner, d'une part, et d'autre part, leurs adversaires, ceux qu'on appelle les optimates, de tendance plutôt conservatrice, qui, eux, sont en faveur d'une prééminence du Sénat. Alors, il ne faut pas faire d'anachronisme, il ne s'agit pas de partis politiques, mais plutôt de tendances, de modalités de l'action politique, qui en elles-mêmes n'ont absolument rien d'unitaire, en sachant qu'on a certains personnages qui passent de l'un à l'autre sans grand problème. Quoi qu'il en soit, outre cette division qui naît à un moment charnière, un moment de crise précisément, qui est la crise
dite gracchienne, ce moment où deux tribuns de la plèbe, Tiberius, Caius Gracchus, tentent de réformer la cité, le premier en 133 avant Jésus-Christ, le second en 123 avant Jésus-Christ. Et bien, à ce moment-là, la division de la classe dirigeante romaine va devenir de plus en plus prégnante. Elle va se cristalliser autour des principaux problèmes et des nombreux problèmes en fait auxquels se heurte la cité. La question de la citoyenneté des Italiens, par exemple, qui va être résolue, mais incomplètement, avec un conflit, une révolte des alliés italiens qui a lieu entre 91 et 89 avant Jésus-Christ, ce qu'on appelle la guerre sociale. Problème d'endettement aussi, avec de manière récurrente des mouvements en faveur de l'abolition des dettes. Question de l'administration de l'Empire aussi, avec des gouverneurs qui se caractérisent par les extorsions qu'ils imposent aux provinciaux à travers tout l'Empire. Problème de la corruption aussi, qui devient généralisé à la faveur de l'enrichissement de la cité et de son aristocratie. Tout cela va mener à l'émergence de personnalités qui vont tendre à dominer le jeu politique romain en s'appuyant sur le capital économique et symbolique tiré de leur victoire, mais aussi en s'appuyant sur un clair pouvoir politique et militaire. Ces personnages, ce sont ceux qu'on appelle les imperatores ou généraux victorieux, si on suit le sens que prend le terme au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il y a une évolution sémantique à ce moment-là. Alors, qui sont ces personnages ? On les connaît bien. Ça va être Marius, Pompée, Sylla, César, et tous vont utiliser la même méthode. Ils s'appuient sur leur armée, sur le prestige de leur victoire, sur le butin tiré de leur conquête, pour s'assurer d'une place prépondérante, dominante dans l'État. Et ce sont ces aristocrates, parce que ce sont des aristocrates, qui tirent parti de la géopolitique de l'Empire romain, des grandes opérations militaires menées par Rome, et qui peu à peu vont acquérir une position hégémonique. Et ce sont les ambitions de l'un d'entre eux, précisément, donc César en l'occurrence, qui, in fine, vont faire basculer la cité dans les guerres civiles dont on parlait précédemment. Alors justement, je voudrais maintenant que nous écoutions un extrait de la série télévisée américano-britannico-italienne Rome, créée par John Milius, William MacDonald et Bruno Heller, diffusée initialement sur la chaîne américaine HBO de 2005 à 2007. Nous sommes dans le 6e épisode et Jules César s'apprête à franchir le Rubicon. 5 morts, 3 d'hémorragie, 2 en combattant, 10 malades, 8 absents, sûrement déserteurs. César. Effectif 236 têtes. 7e cohorte. 12 morts, 6 d'hémorragie, 6 au combat. 3 malades. 3 absents, sûrement déserteurs. Effectif 242 têtes. Soldat, à combien de temps d'ici se trouve Marc-Antoine ? À 1 heure au maximum. Sonne le rassemblement. À vos ordres. Sur ordre du Sénat, Caius Julius César est déclaré ennemi de Rome. Tout bon citoyen a ordre de lui nuire s'il le peut. Après toutes ces années, Pompée me surprend. J'espérais bien provoquer une réaction, certes, mais de là à essayer de tuer un tribun dans le forum. L'âme de cet homme est plus sombre que la pierre noire. Cette sale vermine de Caton l'y a poussé, probablement. C'est excellent, ça. Et maintenant ? Nous allons voir comment les soldats vont réagir. Non! Ne fais pas ça. Tu es très bien comme ça, on dirait Léonidas aux Thermopyles. Soldats en garde! Y a-t-il un de tes hommes que je puisse citer? Titus Pullo. Il a égorgé mon agresseur, il s'est battu le premier. Soldats! Pompée et le Sénat ont déclaré que Caius Julius César est un ennemi de Rome. Ils ont déclaré que je suis un criminel.
ils ont également déclaré que vous êtes tous des criminels. Non. Le veto du tribun n'a pas été respecté. Le tribun de la plèbe, Marc-Antoine, et 50 hommes de la 13e Légion ont été attaqués par près d'1 millier de crapules menées par Pompée. Un tribun de la plèbe agressé brutalement et sauvagement sur les marches du Sénat. Peut-on imaginer pire sacrilège? Imaginez notre République entre les mains d'une bande de fous. C'est un triste jour. Et je suis à la croisée des chemins. Je peux obéir à la loi et déposer mes armes devant le Sénat et voir la République sombrer dans la tyrannie et le chaos. Ou je peux rentrer à Rome, mon épée à la main, et faire précipiter ces fous du haut de la roche tarpéienne. Bertrand Ogier, pouvez-vous nous expliquer les grands enjeux de cet épisode historique fameux et la manière dans vos recherches, dans la manière dont vous souhaitez prendre en considération le poids de l'événement et son caractère aléatoire? Alors si on revient sur cette question du passage du Rubicon, il faut d'abord comprendre quelle est la situation politique à Rome dans les années précédentes. César, en fait, dès l'année 60 avant Jésus-Christ, donc on est, vous voyez, quelques années auparavant, s'est allié politiquement avec deux autres personnages, Pompée et Crassus. Ils ont mis en commun leurs forces pour parvenir à dominer le jeu politique romain. Ce qui a été efficace pendant tous les années 50 avant Jésus-Christ. On a affaire là à un cartel, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qui a pour but de dominer le jeu politique romain de manière tout à fait informelle. Évidemment, ce type de comportement suscite l'opposition de toute une frange du Sénat, notamment les plus conservateurs des sénateurs, dont un personnage qui a été nommé dans cet extrait, qui est Caton, le descendant de Caton l'Ancien, qui était un des tenants de la tendance la plus conservatrice au sein du Sénat et qui luttait précisément contre la prééminence de ces trois hommes. Alors, dans les années 50, c'est aussi marqué par la conquête de la Gaule par César. Plusieurs années, bataille d'Alésia, c'est 52 avant Jésus-Christ, qui met fin en quelque sorte à ce processus de conquête, même s'il y a encore quelques opérations jusqu'en 51. Donc on a la fin de l'année des années 50 avant Jésus-Christ, et là, l'alliance entre Pompée et César commence à se distendre. Pompée, qui est le général le plus prestigieux dans la République, commence à voir sa prééminence un petit peu attaquée, menacée par le prestige que César est en train de gagner en Gaule et la richesse qu'il est en train aussi d'accumuler à la faveur de cette conquête. Deuxième élément, Crassus, qui était le troisième homme de l'association, il est mort en Orient quelques années plus tôt, en 54 avant Jésus-Christ. Et puis, le tout dernier élément, c'est la mort de la fille de César, qui avait épousé Pompée, et qui, de fait, cette mort va mettre fin à l'alliance qui existait entre les deux hommes. Et donc Pompée va se rapprocher des adversaires de César. Fin des années 50, quel est l'enjeu ? César souhaite se présenter de nouveau au consulat. Il a été consul une première fois en 59, donc redevenir ce magistrat le plus élevé dans la hiérarchie de la cité, ce qu'il peut faire 10 ans après avoir exercé un consulat, donc il y a forcément un intervalle de 10 ans. Il souhaite se présenter au consulat en son absence, c'est-à-dire sans se présenter à Rome. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien que à peine il rentrera à Rome, il va être mis en accusation par ses adversaires et donc potentiellement condamné. Ce qu'il ne souhaite absolument pas, évidemment, cette condamnation viendrait ruiner tous ses efforts pour atteindre la prééminence à Rome. Donc il va y avoir un débat qui va s'engager depuis l'année 51-50 et qui va s'envenimer de plus en plus. Pompée prenant progressivement le parti des adversaires de César. Et donc, c'est dans ce contexte que César, qui est acculé en quelque sorte par ses adversaires, va prendre une décision qui est celle de passer le Rubicon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en fait, il passe du nord de l'Italie, qui est une province de Gaule cisalpine, qui faisait partie de son gouvernement provincial. À la tête de ses troupes, il va franchir la frontière entre qui est matérialisée par ce fleuve, par le Rubicon, donc frontière entre la Cisalpine et l'Italie. Et ce faisant, bien évidemment, c'est un coup de force. Il se place dans illégalité dans laquelle il était de toute façon, puisque le Sénat
voulait le voir renoncer précédemment à son gouvernement provincial, Sénat à domination conservatrice, et l'avait proclamé ennemi public. Donc, tirant les conclusions en quelque sorte de cette situation d'ennemi public, il va marcher sur Rome à la tête de ses troupes. Et dans l'épisode, dans l'extrait en tout cas que vous avez diffusé, il y a quelque chose de très intéressant, c'est la personne de Marc-Antoine. Marc-Antoine, à ce moment-là, il est tribun de la plèbe. Et c'est un tribun de la plèbe qui est en faveur de César, et qui avait agi pour César à Rome. Et eh bien, il avait essayé de s'opposer au fait que César soit déclaré ennemi public. Et ce veto tribunicien, qui est une prérogative un peu inaliénable, avait été passé sous silence par les adversaires de César. Et Marc-Antoine avait été même agressé, comme il est dit dans l'extrait, sur le forum. C'est la raison pour laquelle, en fait, César va se trouver en mesure d'exhiber face à ses troupes Marc-Antoine couvert de sang. C'est pour ça qu'il lui demande « ne te nettoie pas », etc. Il veut l'exhiber face à ses troupes couvert de sang. Pourquoi ? Parce que, en fait, ses troupes, ce sont des citoyens romains. Et en fait, il considère qu'en montrant comment les prérogatives tribuniciennes ont été mises à mal par ses adversaires, eh bien, il va être en mesure de mobiliser politiquement ses troupes. Ce qui montre d'ailleurs que ces troupes ne sont pas simplement, contrairement à ce qui était souvent dit, des troupes avides de butin, mais c'était avant tout des citoyens romains. Et évidemment, donc, il y a là une volonté, une rhétorique de la légitimité face à ces troupes, face aussi à ces troupes qui sont le peuple de Rome, finalement. Et César va affirmer être le défenseur de la res publica face à une faction qui en aurait confisqué les principaux rouages. Et c'est là le point de départ de discours politique rénové autour de la notion même de res publica, qui va être portée par César jusqu'à sa mort et qui va, en réaction aussi, produire, de la part de ses adversaires, qui sont nombreux, un discours sur la res publica qui serait une res publica, en quelque sorte, une res publica qui serait incompatible avec toute forme de domination. Et donc, c'est ça qui va mener à l'assassinat de César. Alors, pourquoi est-ce que ce type d'événement est important ? Eh bien parce que, vous vous en souvenez, j'avais abordé précédemment comme un des éléments clés permettant de définir la crise, son caractère chronologiquement circonscrit. Or, cet aspect chronologiquement circonscrit est fréquemment laissé de côté par les modernes dans leur appréciation de la période. Période qui est souvent considérée, ainsi que je l'ai dit, comme une longue crise. En fait, au contraire, il est beaucoup plus fécond d'envisager chaque épisode critique individuellement. Ainsi, cette question du consulat de César, de concevoir chacun de ces épisodes critiques de crise comme scandant la période. Donc on a des crises circonscrites, d'intensité variable, au cours desquelles les acteurs du temps ont tenté d'apporter des réponses, adaptées ou inadaptées, car leur information est incomplète. Par exemple, les adversaires de César n'imaginaient absolument pas que César soit en mesure de marcher sur Rome, ou que ses troupes l'auraient suivi. Parce que César, dans les mois qui ont suivi, a mené toute une campagne d'intoxication du Sénat pour faire croire que ses troupes étaient en train de l'abandonner. Donc, le poids de l'événement, au sens de perturbation extérieure, introduite de façon aléatoire dans un système, face à l'évolution structurelle, est pour moi une piste de réflexion extrêmement fructueuse. Elle permet en fait d'appréhender les multiples dimensions et évolutions de la culture politique romaine, ainsi que les éléments de continuité. Et donc ça permet de réévaluer le poids du temps court et d'aborder, dans une perspective en quelque sorte micro-historique, les conjonctures critiques et les basculements plus ou moins importants qu'elles purent induire. Je me permets, pour terminer cette émission, de signaler quelques références bibliographiques sur le sujet abordé aujourd'hui pour nos auditeurs qui souhaitent approfondir leurs connaissances. D'abord, l'ouvrage ancien de Ronald Syme, « La Révolution romaine », publié chez Gallimard dans les années 1960. Et c'est un jalon historiographique, Bertrand Ogier, tout à fait essentiel sur cette notion de crise qui a été au cœur de notre discussion. Je voudrais également signaler deux autres ouvrages. Le premier de Stéphane Bourdin et Catherine Virlouvet, Rome, naissance d'un empire de Romulus à Pompée, publié chez Belin. Et la suite de Catherine Virlouvet, Patrice Faure et Nicolas Tran, Rome, cité universelle, de César à Caracalla,
70 avant Jésus-Christ, 212 après Jésus-Christ, publié également chez Belin. Merci à vous, Bertrand Augier, de votre participation à cette émission des Voix de l'Histoire. Merci. Merci, chères auditrices et auditeurs, de votre attention. À très bientôt pour une nouvelle émission. Belle fin de journée à toutes et à tous. Euradio vous a présenté Les Voix de l'Histoire, une émission animée par Bernard Michon. Les Voix de l'Histoire à retrouver en podcast sur euradio.fr.